suite. Alors, il semblerait, ça va vous surprendre, hein, mais il semblerait que certaines de nos pratiques pédagogiques ne soient pas toujours strictement adossées à des données probantes. Et il se pourrait même que certaines s'appuient sur des éléments de l'ordre du mythe. Alors, nous avons un expert pour nous aider à démêler le vrai du mythique, monsieur le professeur Thierry Pellassia. Merci Céline pour cette introduction. Alors, en propos liminaire, je voulais vraiment souligner avec une certaine émotion, d'ailleurs, le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Vous savez, c'est souvent une formule un peu de convenance, feinte. En l'occurrence, elle ne l'est pas du tout. Et j'ai des liens très anciens avec le CESU, beaucoup de ses membres, des liens affectifs et donc de fait forts et amicaux. J'ai assuré la responsabilité scientifique d'un CESU pendant quelques années, il y a maintenant 15 ans. Et puis, à chaque fois que je pense à ce parcours et que je suis à nouveau immergé parmi les miens, en tout cas dans mes origines, je me dis, mais quelle chance d'avoir eu comme porte d'entrée dans la pédagogie le monde des CESU, qui, bien avant les facultés notamment et les instituts, mais en particulier les facultés, se sont saisis des questions de pédagogie active avec des personnalités bien connues qui sont parmi nous aujourd'hui, d'autres qui ont disparu. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là et que j'en parle. Alors bon, merci en tout cas pour cette introduction et pour cette invitation à discuter une thématique à titre personnel, je trouve passionnante, et je vais essayer de partager cette passion avec vous, qui est celle des mythes. Alors, vous voyez ici quelques, en tout cas, ah non, ça c'est le, excusez-moi, j'ai dû irradier quelqu'un transitoirement, mais je vais trouver le bouton pour avancer. Voilà, je recule. Toc. Quelques représentations de mythes qui sont extrêmement populaires, hein, parce que les mythes, c'est d'abord des croyances populaires qui imprègnent chacun d'entre vous dans notre vie courante. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le milieu de l'éducation est un milieu particulièrement fertile à la fois à la naissance des mythes et à la prolifération des mythes. Parce qu'en fait, et quand on se questionne sur le sujet, on se dit mais c'est vrai qu'on est en permanence baigné dans les questions de formation et d'éducation, parce qu'on a été élève très tôt, on est devenu étudiant, puis parents, grands-parents pour certains, et pour beaucoup d'entre nous, formateurs ou enseignants parfois à temps plein, bref, en permanence. On parle de formation, on donne son avis sur la formation, on entend d'autres personnes exprimer leur point de vue sur les questions d'éducation, et donc vous comprenez bien, c'est un terreau extrêmement fertile pour que prolifèrent des fausses croyances autour de ce que devrait être la formation et l'apprentissage. Et en l'occurrence, il nous faut d'abord définir ce qu'est un mythe. C'est une représentation fausse, je viens de parler d'une fausse croyance, c'est une représentation erronée de la réalité, et la particularité, c'est qu'elle persiste alors même qu'on a des données scientifiques qui nous montrent le caractère infondé de la croyance. Et parmi les dizaines et les dizaines de mythes qui marquent le champ de l'éducation, j'en ai choisi 6, dont j'ai considéré qu'ils étaient susceptibles, plus que d'autres, de nous concerner, nous, formateurs et enseignants, dans le domaine des soins et des gestes d'urgence. Et puis je vais vous présenter ces 6 mythes, on pourra en discuter pour ceux qui le souhaitent. Alors, premier mythe. Ces us ont été parmi les premiers centres de simulation, bien avant, encore une fois, de ce qui s'est passé dans les facultés. Et l'idée que plus une simulation ressemblerait à la vraie vie, mieux ce serait en matière d'apprentissage, est de fait extrêmement courante. Et on a tous cette petite fierté à afficher des environnements hautement réalistes, voilà, qu'on a reproduits dans les moindres détails pour simuler, en l'occurrence, un bloc opératoire, une salle d'accouchement, une cellule d'ambulance de réanimation, un box d'urgence, que sais-je. Et cette fierté est généralement décuplée quand trône au milieu un mannequin dit de haute fidélité qui nous a coûté plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et cette fierté, on la partage bien évidemment avec nos étudiants qui parfois sont un peu pantois, avec nos responsables institutionnels et bien fréquemment avec les médias. À chaque fois, j'ai essayé d'identifier une publication un peu emblématique qui déconstruit formellement le mythe dont il est question. Et en l'occurrence, en 2012, Norman et ses collaborateurs ont étudié l'impact de l'apprentissage des environnements dits de haute versus basse fidélité en matière de transfert. Alors vous savez, le transfert, c'est un peu le Graal pour tout formateur enseignant. C'est une quête centrale, parfois même d'ailleurs mystique, c'est-à-dire que le but d'une formation, ce n'est pas que les étudiants sachent faire dans un centre de simulation, dans une salle de simulation, dans une salle de travaux pratiques.
c'est qu'ils sachent déployer ce savoir-agir dans leur milieu professionnel. Et pour ça, ils vont devoir transférer ce qu'ils ont appris dans un milieu A, milieu académique, vers un milieu B, c'est-à-dire le milieu clinique. Et ça, c'est un enjeu majeur de toute formation. Et ce n'est pas quelque chose qui se fera naturellement. Il y a beaucoup d'étudiants qui rencontrent des obstacles quasi infranchissables en matière de transfert. Norman et ses collaborateurs se sont dit, quel effet sur le transfert des pratiques simulées selon le niveau de fidélité. Et ils se sont intéressés à des apprentissages variés qui allaient de la simulation procédurale à la gestion de crise et d'arrêt cardio-respiratoire, notamment en équipe. Conclusion, aucune supériorité significativement prouvée de la haute fidélité versus ce que l'on appelle la basse fidélité. Et ils avancent divers facteurs explicatifs. Celui qui pourrait le plus nous intéresser ici, c'est qu'il y a parfois des écarts très importants entre le réalisme qu'on pense avoir donné à une situation en essayant de la reproduire comme ça fidèlement et l'impression des apprenants immergés dans cet environnement quant à son authenticité. Or, ce qui compte en matière de transfert, ce n'est pas ce qu'on appelle parfois la validité apparente, c'est-à-dire est-ce que ça ressemble à la vraie vie, c'est est-ce que moi, apprenant immergé dans cet environnement, je me dis oui, c'est ma vraie vie au quotidien, ou la vraie vie que je fantasme comme étudiant quand je ne suis pas encore en milieu professionnel. C'est ce qu'on appelle l'authenticité perçue. Et ce qui compte en matière de transfert, c'est bien l'authenticité perçue. Et on est souvent aux premières loges pour être les témoins de ces écarts exprimés avec plus ou moins de grâce ou de politesse, je ne sais pas, par les apprenants qui, de façon récurrente, vous savez, se disent « chez moi, ce n'est pas le même chariot d'urgence. Chez moi, j'utilise un sac d'urgence, ce n'est pas un chariot. Chez moi, ce n'est pas le SAMU qu'on doit appeler, mais le médecin. » Ou encore plus caricatural, et c'est vrai qu'on a notre part de responsabilité. Moi qui suis en EHPAD, je suis à 1 heure de toute ambulance, alors que dans votre simulation, le médecin et les renforts sont arrivés au bout de 3 minutes. Et tous ces éléments-là, ils vont nuire à l'authenticité perçue et de fait constituer des obstacles aux apprentissages. Alors, que faire de ça ? À chaque fois, j'ai essayé de formuler quelques recommandations. Et la première, et beaucoup militent pour ça depuis des années et des années, c'est de renoncer définitivement. Ça ne se fera jamais, évidemment, mais enfin, c'est le souhait, en tout cas, de renoncer aux qualificatifs de haute ou de basse fidélité, d'ailleurs, pour décrire nos simulateurs. Parce qu'en fait, on l'a dit à demi-mot, mais il faut vraiment avoir une imagination, pour le moins débordante, pour se dire que ces simulateurs technologiquement évolués ressemblent à un patient, alors que quand on leur dit « serrez-moi la main », ça commence déjà mal parce qu'ils ne bougent pas du tout. Ils parlent bizarrement. Ceux qui cyanosent pour le moins étrangement. On peut les piquer d'un côté, mesurer la pression artérielle de l'autre, mais pas des... Enfin, vous voyez, tous ces facteurs-là. Et par essence, l'introduction de l'outil technologique, notamment très élaboré, qui peut avoir des vertus, bien évidemment, mais son introduction dans des environnements simulés est plutôt un obstacle à l'authenticité perçue. Et le terme qui est aujourd'hui préconisé, c'est plutôt simulateur de haute technicité ou de haute technologie, parce que c'est vrai qu'ils sont impressionnants sur le plan technique et qu'ils peuvent avoir une utilité. Mais, vous voyez, quand on parle de simulateur haute fidélité, on fait croire aux gens que le simple fait de l'asseoir ou de l'allonger dans une salle de simulation va permettre de créer cette fidélité-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Autre recommandation que Norman formule explicitement, et il nous dit, écoutez, plutôt que de planifier une séance par semestre avec vos étudiants dans des centres de simulation, de déplacer tout le monde, de consommer énormément de ressources, offrez-leur plutôt un accès illimité à la simulation de basse technologie. Et puis, dernière recommandation qui a trait à la déconstruction de ce mythe, c'est, dans la mesure du possible, de privilégier plutôt la simulation hybride. Et Véronique a été ma... compagne au sein des CESU pendant de nombreuses années. J'ai des souvenirs très vifs, des moments notamment où elle était équipée d'un simulateur procédural d'accouchement. Et vous imaginez bien que le réalisme qui se dégage d'une vraie personne, d'un formateur, avec tout ce qui va avec au décours de l'accouchement versus un mannequin complet d'accouchement n'a absolument rien à voir. Deuxième mythe que je souhaitais déconstruire avec vous. Oui, celui-là, c'est vraiment... c'est le mythe qui disparaîtra bien évidemment jamais, comme la plupart des mythes d'ailleurs, mais en l'occurrence, il y a une espèce de logique tout à fait rationnelle, implacable, incontestable, indiscutable, sur l'idée que quand on a des apprenants en début de formation, on va leur faire des choses simples, et puis quand au fur et à mesure qu'ils avancent, on va complexifier la tâche. Le problème, à la base, c'est que quand on simplifie, c'est toujours dans une perspective bienveillante, quand on simplifie, on s'éloigne de la complexité du réel.
Et le réel, il est toujours complexe. Il y a toujours des éléments de complexité dans la vraie vie. Donc, à des fins d'apprentissage, on a tendance à dénaturer ces situations pour favoriser la réussite des étudiants. Voilà une étude qui est citée à ce sujet-là, dans laquelle ils font varier les conditions de complexité d'un apprentissage dans un environnement simulé. Et ils montrent ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire que quand on simplifie, on réussit plus facilement. Donc la performance immédiate augmente. Et vous voyez, bon là, c'est aussi ChatGPT qui m'a généré les images. Et au début, je me suis dit, oh là là, si je viens avec un truc comme ça, on va dire, oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas appliqué, ce qui d'ailleurs est vrai. Mais en l'occurrence, sur des tâches extrêmement simples comme ça, même si on pique perpendiculairement en fermant les yeux, on voit déjà le trou souvent à la base. Et puis les veines sont tellement... disons, dilatées dans la façon dont elles sont représentées, que la cathétérisation se fera avec un succès. Mais à quoi bon piquer sur un bras de perfusion qui ne ressemblera en rien aux veines d'un vrai patient? Par contre, ce qu'ont montré aussi ces travaux, c'est que le prix à payer, c'est à distance. Or, ce qui nous intéresse, c'est bien ce qui va passer à distance. Est-ce qu'ils seront capables de piquer dans leur environnement d'apprentissage? Eh bien, le fait d'avoir travesti la situation d'apprentissage, d'avoir travesti la réalité en la simplifiant, devient un obstacle au transfert des apprentissages. Que faire de ça? Ne jamais renoncer à la réalité, c'est-à-dire avec toute la complexité qu'elle incarne. Et les psychologues cognitivistes, dont nous avons un éminent représentant ici, depuis très longtemps, nous expliquent que ce n'est pas la complexité intrinsèque de la tâche qui doit varier, c'est le niveau d'accompagnement qu'on va offrir à nos étudiants. Ce qu'on appelle l'échafaudage. Plus les étudiants sont en début de formation, plus l'échafaudage comportera des tâches. Et vous voyez, dans l'image ici, eh bien, on va, par exemple, privilégier l'apprentissage en groupe. On va faire de la supervision directe, c'est-à-dire que le formateur sera là, il sera susceptible d'intervenir à tout moment. On va se fixer peut-être des objectifs d'apprentissage un peu modestes en se disant, bon, ils sont en début de formation. Si déjà ils arrivent à respecter les règles d'asepsie, à repérer une veine propice à sa cathétérisation, eh bien, on sera satisfait de ce qui est produit. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement et du développement des compétences, on va retirer progressivement chaque étage de l'échafaudage pour tendre vers l'autonomie. Mais donc, on ne sacrifie jamais, en l'occurrence, la complexité. Troisième mythe. Alors, c'est le mythe des styles d'apprentissage. Un mythe auquel j'ai beaucoup cru, parce que alors, je n'ai pas fait une recension comptable, mais j'ai cru à plusieurs des mythes qu'aujourd'hui, je suis dans la posture de celui qui les déconstruit. En tout cas, celui-ci, le mythe des styles d'apprentissage, c'est souvent ce qu'on appelle le mythe mythique, ou le mythe des mythes. Pourquoi? Parce qu'il y a 90% de la population enseignante mondiale qui y croit, et dont la pratique est influencée par la croyance en ce mythe. Alors, il y a tout un tas de théories des styles d'apprentissage. La plus connue, c'est, et tout le monde a déjà, j'imagine, rempli ce genre de questionnaire, c'est l'idée selon laquelle il y aurait parmi nous des étudiants, enfin, comment nous qualifier, des personnes qui seraient plus sensibles, lorsqu'elles sont en posture d'apprentissage notamment, aux informations qui sont médiatisées par la voix, ou alors médiatisées par le visuel, ou par la pratique, la manipulation, ce qu'on appelle le canal kinesthésique. Voilà, c'est le mythe VAC. Bon. Mythe des mythes, qui... mais là aussi, vous voyez, c'est ce que nous dit Kulasegaram en 2020. Il y a une grande revue d'éducation médicale qui s'appelle Medical Education, qui a publié toute une série consacrée aux mythes, et lui a écrit un éditorial là-dedans, dans lequel il nous dit « mais c'est facile d'y croire », et puis il y a des questionnaires qui nous font croire que c'est vrai. Et dans le contexte actuel, où il y a une espèce d'injonction sous-tendue par l'essor de l'IA d'ailleurs, à individualiser l'enseignement aux besoins de chaque apprenant, VAC, c'est parfait pour ça. On individualise selon les préférences sensorielles. Pour déconstruire le mythe, l'une des recherches les plus fréquentes, fréquemment citées en tout cas, c'est le travail produit par Pachler et ses collaborateurs, mais je souhaiterais plutôt utiliser les mots et la poésie qui va avec de Kulasegaram, puisque dans le même éditorial, voilà comment il qualifie le mythe des styles d'apprentissage. En fait, il n'y a absolument aucun travail de recherche qui a montré que le fait de soumettre une population étudiante à un supposé canal préférentiel générait de meilleurs apprentissages. Et il y a même des résultats contradictoires parce qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire en les catégorisant, eh bien on les prive de certains canaux. Donc on les prive d'une façon de médiatiser l'information qui aurait pu être utile. Conclusion, c'est pareil, ça reste évidemment un vœu pieux, ce n'est jamais ce qui se passera. Il y a toujours des intérêts à entretenir les mythes. Et là, l'intérêt, il est de nature commerciale. C'est-à-dire que vous avez toute une industrie
qui commercialisent des outils clés en main qui vont de la maternelle à l'enseignement supérieur pour justement faciliter ce travail d'adaptation par les enseignants au canal d'apprentissage supposément vrai, mais qui ne l'est pas, des personnes en situation d'apprentissage. Et puis, l'enjeu, c'est pas tant d'adapter à un style qui n'existe pas, mais c'est de se dire que bon, si l'apprentissage vise la lecture de l'électrocardiogramme, je vais privilégier le canal visuel. Si l'apprentissage vise les compressions thoraciques, je vais privilégier le canal kinesthésique. Donc, plus d'adapter au contenu et aux objectifs d'apprentissage qu'à des styles qui, encore une fois, n'existent pas. Quatrième mythe. Alors bon, on a parlé déjà à plusieurs reprises, et la professeure Amirati en particulier y a fait allusion, à la question du stress. Et alors, vous savez, bon, aujourd'hui, je ne suis pas face à un public, disons, on va dire, hostile, ou je ne sais pas comment il faut qualifier, mais parfois, j'interviens sur ces thématiques-là avec des étudiants, c'est un sujet un peu sensible, parce que c'est la question du bien-être étudiant, elle est incontournable, elle est centrale, elle est portée à juste titre par les institutions, par les associations, en particulier depuis les années Covid. Et le porte-étendard du bien-être, c'est notamment la question du stress et de la lutte contre le stress. Et dès lors que vous pourriez émettre l'idée que le stress n'est peut-être pas aussi négatif qu'il n'en a l'air en matière d'apprentissage, eh bien vous êtes rapidement catégorisé comme étant hostile au bien-être, justement, des étudiants. Et pourtant, quand on regarde les travaux historiques qui ont été réalisés sur le sujet en 1974, notamment par un auteur qui s'appelle Celi, on comprend que le stress est une réaction à un stresseur et qu'il y a de quoi être stressé en situation d'apprentissage. Parce que le simple fait de constater, certains disent, ou c'était Christine, je crois, oui, ou non, vous, non, professeur, pardon, y a fait référence, le simple fait de prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est quand même le point de départ de tout apprentissage, quoi. L'écart entre ce que je sais maintenant et puis ce que je suis supposé apprendre d'ici la fin de la session, par exemple, de simulation. Le constat d'un écart, le constat que je ne sais pas, est un stresseur. Le simple fait de se savoir évaluer, y compris dans des environnements réputés hautement bienveillants, comme le sont la simulation, les AFGSU, donc des environnements dans lesquels on décrète très tôt que ici on a le droit à l'erreur, qu'on n'est pas là pour être jugé, bon, ce qui est faux, mais enfin admettons. Eh bien, même ces environnements hautement bienveillants dans lesquels on privilégie énormément l'évaluation formative, c'est un stresseur. Mais ce qu'on a oublié et ce que nous rappelle en 2020, Rudland et ses collaborateurs, dans un titre d'article, vous voyez, qui ne laisse pas de place au doute, le paradoxe du stress ou comment peut-il être bon pour l'apprentissage, eh bien, il nous rappelle ces travaux de Celi qui montraient que face à un stresseur, il y a deux réactions possibles. Soit on se dit, j'y arriverai jamais, et donc on considère ça comme un obstacle insurmontable, et ça génère ce qu'on appellera du mauvais stress. Celi et Rudland parlent de distress. Soit on se dit, OK, ça ne va pas être facile, mais bon, je peux y arriver, c'est-à-dire qu'on appréhende le stresseur comme un défi, et à ce moment-là, ça génère du bon stress, le eustress. Or, le bon stress est associé à tout un tas d'effets positifs pour l'apprentissage, notamment en termes de mémorisation, d'engagement, de motivation, et en fait, fondamentalement, il ne peut pas y avoir d'apprentissage sans stress. Et quand on fait des mesures, ce qu'on fait parfois sur des cohortes, en suivi d'étudiants, de suivi longitudinal par exemple de cohortes, on se rend compte que les étudiants qui ont des niveaux de stress très bas, ce sont des étudiants qui vraisemblablement ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils font dans cet environnement-là et qui se préoccupent assez peu à la fois du contenu et de l'issue en matière de performance. Alors, quelles recommandations issues directement de l'article de Rudland, c'est de, si vous voulez, là, c'est toujours la même chose. Quand la politique se mêle des questions d'éducation, c'est le début de la fin, comme le disent certains. Mais c'est vrai que tous les discours institutionnels de rentrée dans lesquels on promet aux étudiants de faire en sorte qu'ils soient plus stressés, de supprimer tous les stress. Bon, alors autant dire tout de suite, vous n'apprendrez plus. Voilà, vous serez plus stressé, mais vous n'apprendrez plus. La diabolisation du stress, et Rudland cite des études qui montrent que quand on est persuadé que le stress n'est pas bon, ça sert un peu de ce qu'il appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on est plus victime des effets négatifs du stress que les autres. Deuxième recommandation, et là aussi il s'appuie sur des travaux qui ont été réalisés et qui montrent que justement, quand on essaye d'avoir un discours plus modéré et plus juste vis-à-vis du stress, eh bien, en aidant en particulier les étudiants à voir plutôt les stresseurs comme des défis que comme des obstacles, eh bien, ils améliorent leur apprentissage et ils améliorent leur performance. Alors évidemment, je le dis à chaque fois et je le pense,
il y a des stresseurs qui sont systématiquement source de distress. Toutes les situations qu'on cite couramment et qui sont fréquentes d'humiliation en stage ne seront jamais des stresseurs à l'origine d'un bon stress. Donc il y a des facteurs effectivement de stress à éradiquer et d'autres dont on va plutôt se servir comme levier. Bon, alors ça, c'est pareil. Quand vous avez, notamment quand on les a dans les amphis, des amphis avec beaucoup d'étudiants et qu'on voit ces générations-là qui ont un rapport, vous voyez, fusionnel avec leurs outils numériques, un rapport suspect à l'autorité, à l'apprentissage, au monde du travail, à la ponctualité, enfin tous les trucs qui font qu'on se dit naturellement qu'ils sont vraiment pas comme nous et que, bon, généralement peu flatteur. Enfin, il y a de quoi se dire. Il y a de quoi se dire que franchement, ils sont pas pareils que nous, quoi. Et en plus d'avoir un regard très critique vis-à-vis de cela. Et alors, il y a une espèce d'injonction à s'adapter aux soi-disant attentes et besoins de ces nouvelles générations. Alors, comme ils sont incapables de se concentrer très longtemps, on va faire beaucoup de pratico-pratique, on va les faire manipuler très tôt, on va saturer l'espace d'apprentissage en gadgets numériques, et vous savez qu'aujourd'hui, un cours qui ne commence pas par un WooClap est sans doute un mauvais cours, quoi, hein, tout simplement. Bon, 2020, toujours dans Medical Education, le mythe des millennials. Alors ça, c'est un mythe un peu particulier, si vous voulez, parce que autant il y a certains mythes dont on pouvait comprendre l'émergence parce qu'il y avait des résultats scientifiques qui pouvaient prendre une allure un peu contradictoire lorsqu'ils sont nés, autant celui-là, il n'y a jamais eu le moindre fondement scientifique. Les mythes, c'est une construction sociale qui vise essentiellement, consciemment ou non, à entretenir une hiérarchie, parce qu'évidemment, les personnes qui affublent ces étudiants de qualificatifs assez peu flatteurs, c'est la génération suivante, la mienne par exemple, qui va entretenir une hiérarchie, une espèce de relation verticale vis-à-vis de jeunes qu'on a oublié qu'on était aussi en partie, quoi. Conclusion, et puis j'en aurai bientôt fini, il me restera un tout dernier mythe, hein, c'est ça? Oui, ouais, ça va. Oui, ce constat, on le fait aussi tous, parce que les théories générationnelles nous poussent là aussi à catégoriser et à supposer que parce qu'on est né à une certaine période, on est pareil, et que nos besoins d'apprentissage sont strictement les mêmes. Or, on sait bien qu'il y a beaucoup plus de différences interindividuelles, c'est-à-dire de différences entre individus qui constituent une même cohorte, un même groupe, que de différences entre les générations, et c'est sur ces différences qu'il faut axer. Tout dernier mythe, et j'en aurai terminé. Les CESU sont engagés depuis extrêmement longtemps dans des démarches qualité qui visent à évaluer leurs actions de formation, souvent à l'aide de questionnaires de satisfaction. Alors la FGSU qui plaît est-il un bon FGSU? Là aussi, enfin, parfois je pars du principe que mon vécu est partagé par tous, mais j'imagine que vous êtes aussi extrêmement flattés dès lors que vous avez des retours d'évaluation très positifs. Et en AFGSU ou d'une façon générale en simulation, autant dire que trouver des mécontents, c'est pas facile. Les étudiants, dès qu'on les sort de leur milieu, que ce soit en formation initiale ou continue d'ailleurs, qu'on les met dans un environnement simulé et qu'ils sont en petits groupes et qu'on est bienveillant, évidemment chacun ira de son anecdote avec des cas dans lesquels ça s'est pas passé comme on l'attendait, mais quand même, les retours d'évaluation sont toujours quasiment unanimement positifs, ce qui interroge d'ailleurs la démarche même d'évaluation, parce que quand le seul retour qu'on a, c'est tout était bien, qu'est-ce qu'on fait de ça en matière d'ingénierie de formation? Plusieurs méta-analyses ont été produites sur le sujet, notamment celle de Hüttel en 2017, dans lesquelles ils ont essayé de documenter les liens entre « je suis content » et « j'ai appris quelque chose ». Alors ces liens, on les mesure à l'aide d'un coefficient de corrélation, le coefficient R. Quand il est à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien. Quand il est à 1, ça veut dire qu'il y a un lien parfait. 0,03. C'est-à-dire 0, quoi. Mais pour ne pas dire 0, c'est 0,03. C'est la moyenne de ce qui a été retrouvé dans cette méta-analyse. Autrement dit, il n'y a absolument aucun lien entre le fait qu'on ait des apprenants contents de ce qu'ils ont appris et est-ce qu'ils ont réalisé des apprentissages qu'ils pourront transférer secondairement. Pourquoi je n'ai pas du tout développé ça? Mais la satisfaction dépend de trop de choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'apprentissage et qui biaisent et diminuent la validité de ces évaluations. Conclusion de tout ça, il serait problématique de se contenter des retours d'évaluation des étudiants pour guider nos choix en matière d'ingénierie de formation, nos choix en matière de recrutement, par exemple, de formateurs. Il y a plein d'alternatives ou de compléments, parce que Calliope va continuer évidemment à nous l'imposer, mais en tout cas de compléments pour faire autrement et pour faire plus riche. Et puis par ailleurs, quand on évalue la satisfaction, on demande à des étudiants de porter un regard critique sur une performance pédagogique, quoi. Ce qui est déjà difficile pour les experts ou pour les pairs.
Et donc, il s'agirait de bien choisir les critères quand on évalue la satisfaction et de surtout pas se contenter de critères généraux sur est-ce que c'était bien pédagogiquement, etc. Parce que ça veut encore une fois tout et rien dire. Il y a des critères beaucoup plus précis qui permettent d'orienter le regard et le jugement des étudiants et qui permettent de s'approcher d'un semblant d'évaluation dont on pourra faire quelque chose. Dernière diapositive et j'en aurai fini. Comme je vous l'ai dit, il y a des dizaines de mythes dans le champ de l'éducation. J'en liste ici quelques-uns, on aurait pu évidemment en parler aussi, mais je ne voudrais pas vous quitter sans évoquer un tout dernier mythe. Et au regard du peu de temps qu'il me reste, qui était prévu d'ailleurs, vous m'excuserez de la brutalité avec laquelle je vais l'énoncer, mais ce que je viens de faire ne sert absolument à rien. En tout cas, et je vous remercie de rire à ma supposée blague, mais j'étais très sérieux pour une fois. En l'occurrence, ce que je viens de faire ne produira absolument aucun effet, ni même une amorce d'effet en matière de déconstruction de mythes qui nous habitent tous, pour certains depuis des années, voire des dizaines d'années, qu'on a fréquemment mis à l'épreuve du réel, c'est-à-dire qu'on l'a traduit dans nos pratiques de formation et d'évaluation, et puis parfois on a obtenu des résultats qui nous font penser qu'il ne s'agit pas d'un mythe. Vous imaginez bien que déclarer comme ça pendant 15 minutes une vérité scientifique sera bien peu convaincant pour que votre cerveau produise l'effort cognitif considérable qu'il va devoir faire pour se débarrasser des mythes. Donc il n'y a absolument aucun effet. Maintenant, si certains d'entre vous évoluaient dans leur pratique et faisaient autrement demain qu'ils ne faisaient hier, j'en serais évidemment le premier ravi, influencé par cette intervention, mais je les regarderais d'un air très suspect en me disant que ces personnes ne sont probablement pas humaines. Voilà, je vous remercie.